tous. Bienvenue à cette dernière conférence du cycle organisé pour ce semestre d'automne 2017, cycle de conférences de l'Observatoire de la vie politique régionale consacré au thème peuple, région et élite. Ce soir, nous allons clore en beauté, on va dire comme ça, avec la présence de Cesare Mattina. Merci donc Cesare pour avoir fait le déplacement depuis Marseille, depuis ce matin. Quelques mots pour un petit peu expliquer le lien de ce cycle de conférence avec le projet Front National que je co-dirige avec Oscar Mazzoleni et André Mac, et sur lequel deux doctorants aussi vont travailler, qui sont dans la salle, Roberto Di Capua et Karim Lasseb, un projet qui a démarré il y a une année, portant sur les changements urbains et les élites politiques, une étude comparative concernant 4 villes suisses, dont l'objectif est celui de dresser, pour le dire en quelques mots, dresser en profil des élus locaux de 4 villes suisses, de 46 à nos jours, à savoir Lausanne, Lucerne, Lugano et Zurich, et essayer de répondre à deux questionnements principaux. Dans quelle mesure donc, les changements, les transformations sociales, urbaines, institutionnelles et politiques se reflètent, et si oui, comment ces changements se reflètent dans le profil des élus locaux, et est-ce que, au sujet de ce profil des élus locaux, est-ce qu'on peut identifier un processus de démocratisation et de professionnalisation dans le recrutement des élus locaux. En lien avec donc, ce projet, nous avons décidé de inviter Cesare Mattina. Alors je vais d'abord te présenter, comme ça me paraît tout à fait normal. Cesare Mattina, qui est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques à l'université de Naples en 1994. Il a ensuite obtenu un DEA en sciences politiques à l'Institut, Institut d'études politiques de Grenoble. Et c'est intéressant quand même, c'est déjà à ce moment-là où Cesare va s'intéresser au cas de Marseille, avec un mémoire portant sur le vote d'extrême droite à Naples et à Marseille, une analyse comparée. Et il poursuit ses recherches en achevant son doctorat en sciences politiques, toujours à Grenoble, en 2003, en thèse consacrée à la régulation clientélaire, relation de clientèle et gouvernement urbain à Naples et à Marseille. Donc, à nouveau, la dimension comparée entre deux villes que Cesare connaît très bien. À la suite donc, de son doctorat, il est nommé maître de conférence en sociologie à Aix-Marseille Université depuis 2005. Et depuis septembre 2014, il est en délégation au CNRS. Il est chercheur donc, au laboratoire méditerranéen de sociologie, la MES, à Aix-Marseille Université. Il a plusieurs domaines de recherche qui touchent de manière générale la sociologie du gouvernement, de la ville et de l'urbain, et plus spécifiquement la redistribution des ressources et le clientélisme politique, le pouvoir politique et les groupes sociaux dans la ville, ainsi que le métier et le travail des élus politiques. Il y a encore d'autres domaines, d'autres thèmes sur lesquels tu t'es penché. Il y a un projet en cours sur lequel tu travailles, tu pourras nous en dire plus. C'est donc un projet qui concerne les relations entre les industries à risque, notamment du secteur de la chimie et du nucléaire civil, et les territoires environnants en France et en Italie. Parmi ces publications, comme d'habitude, j'ai fait un choix parmi les plus récentes qui illustrent un petit peu aussi les différents axes de recherche de Cesare. Et il y a notamment, c'est une des raisons principales pour lesquelles on a invité Cesare, c'est donc la publication l'année passée d'un ouvrage qui a connu un large succès, donc on va dire qui a été quand même aussi pas mal débattu, qui a suscité des discussions à Marseille et pas seulement Marseille, donc j'imagine. C'est donc Clientélisme urbain, gouvernement et hégémonie politique à Marseille, édité aux presses de Sciences Po. Et donc c'est par rapport à cette publication que Cesare a principalement été invité ce soir. Tu vas en tout cas nous présenter quelques résultats issus de ce travail quand même très conséquent. Je remercie également Hervé Reiner,
qui est chercheur enseignant à l'Institut d'études politiques historiques et internationales de notre université de Lausanne, ainsi que chercheur donc, rattaché au Centre de recherche sur l'action politique de l'UNIL, chercheur enseignant donc, à l'UNI et à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Merci donc Hervé d'avoir accepté le rôle de discutant. Je te cède volontiers la parole donc Cesare pour 40 minutes, 45, et ensuite Hervé pour 15-20 minutes pour lancer un petit peu la discussion. Encore merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et sur ça, je vais mettre voilà, ton PowerPoint comme ça. Je te laisse aller. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Voilà. Ok, merci beaucoup André, merci à tout le monde pour cette invitation qui est toujours une opportunité de plus pour discuter le livre, mais aussi se confronter, j'aime bien, on l'a déjà fait tout à l'heure avec des doctorants, des étudiants sur des questions méthodologiques, c'était un peu la commande, qui m'a été exprimée cet été par André, et aussi, donc, je remercie Martine aussi, j'imagine, elle aussi poussé un peu sur ce côté, sur cet aspect-là, de retour un peu sur la cuisine du chercheur, on va dire. Merci donc également à Oscar Mazzoleni, Andrea Pilotti et tous les doctorants et les étudiants qui sont ici ce soir. Donc je voulais organiser un peu mon propos à peu près selon un ordre de ce type. Là, donc, c'est toujours tout de suite la première partie, donc plutôt faire un peu une historique de la construction du livre, on va dire, hein, voir un peu ces différentes sources qui ont constitué une enquête écrite récemment, mais qui s'étale sur plusieurs années, beaucoup d'années, je dirais plutôt une quinzaine d'années, hein, entre les années de la thèse, 99-2000, et 2013-2014. Mais évidemment, avec, pas en continu, avec pas mal d'autres choses au milieu, y compris ces enquêtes dont tu parlais, André, qui ont démarré en 2008-2009, sur le gouvernement des territoires autour d'industrie à risque, à partir de terrains dans la vallée de la Durance, en région Provence-Côte d'Azur, qui aujourd'hui va au-delà vers une comparaison franco-italienne de la chimie du nucléaire et des énergies renouvelables. Bon, ce sont des choses sur lesquelles on pourra revenir, mais ça constitue un peu une diversification qui était évidemment nécessaire dans un parcours de chercheur. Donc d'abord le processus de ce livre, puis un peu revenir sur sa thèse centrale, qui est celle de la redistribution clientélaire des ressources, qui ne profiterait pas, à mon sens, pas principalement aux classes populaires comme on le croit, mais plutôt aux classes moyennes et petites moyennes en ascension sociale. C'est un peu l'idée structurante du livre. On va évidemment y revenir plus tard, mais je voulais vous l'annoncer dès le départ. Et puis revenir vers la fin en conclusion sur les quelques directions un peu inédites qui a pris le livre en l'écrivant, hein, dans les années en ayant fait des analyses un peu plus approfondies, notamment sur la question des ressources clientélaires. Il y a deux éléments qui m'ont particulièrement surpris et qui ont ouvert des nouvelles perspectives par rapport à certaines conclusions que j'avais sorties au moment de la thèse et dans les années tout de suite après la thèse. Donc, concernant le processus de fabrication de l'ouvrage, il s'agit donc de sources et de méthodes utilisées à des moments différents de l'enquête. Et donc, il m'intéressait de vous montrer un peu comment il s'est fait dans le livre le croisement. Hein. D'abord, donc, de les lister déjà, parce que c'est quand même important de savoir quels sont les matériaux de base. Donc, d'abord, et après, voir comment ces sources m'ont permis, et les résultats que j'ai pu sortir m'ont permis de sortir un peu d'une conception fourre-tout de ce terme de clientélisme tel qu'il est utilisé dans le langage commun, mais aussi dans les sciences sociales, malheureusement.
Donc d'abord, première source fondamentale des archives municipales, provenant du versement du cabinet du maire de Marseille, pour les années 1970-1990, obtenues sur dérogation, parce que vous savez, la loi des archives ne permet pas d'accéder librement à des archives qui ont moins de 30 ans. Et donc, ayant travaillé à la fin des années 90, début des années 2000, c'était des archives relativement récentes. Donc, une dérogation que j'ai obtenue assez facilement, à ma surprise. Et en même temps, à l'époque, je ne connaissais rien. Je venais d'Italie, je débarquais d'Italie quelque part, aux réglementations d'archives. Donc, c'est quelque chose avec laquelle on se confronte. Ça prend 2 mois et demi environ, mais après, on a sa dérogation. Et heureusement, on a aussi des personnels d'archives, notamment municipales à Marseille, mais je pense un peu dans toute la France, extrêmement compétentes, qui savent te dire, dans la masse énorme de matériaux, où aller chercher des choses intéressantes par rapport à ton objet. Donc et du coup, je tombe assez vite sur des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, tout premier document sous lequel je tombe en travaillant sous le service logement de la mairie. Le service logement de la mairie, c'est celui qui assure le fonctionnement autour de l'attribution des logements sociaux, notamment. Des listes d'attribution des logements sociaux dans un groupe, le Grand Saint-Barthélemy, dans les années 70, dans le quartier nord de Marseille, dans lesquels il y a effectivement écrit à la machine le nom des attributaires, le type de logement, T1, T2, T3, T4, etc. Et écrit à la main, sous la marge, les élus, les techniciens, les notables ayant fait attribuer ce logement, et c'était du systématique. Donc, tout de suite, je dis, bon, tiens, je suis là, je suis la piste, c'est vraiment la bonne, jusqu'à pouvoir faire carrément des quantifications sur le nombre d'élus ayant fait attribuer des logements sociaux par service rendu. Mais donc, il y a 3 types quand même de fonds qui sont intéressants là-dedans. C'est le fonds des dossiers personnels au sein des archives municipales. C'est les courriers échangés entre la Centre de Fer, des conseillers municipaux de sa majorité et des notables de la société urbaine. Dossier personnel nominatif, dans lequel il y a souvent des échanges sur la longue durée, sur 10-15 ans, qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils montrent, donc du coup, vraiment le fond de la relation clientélaire. On y reviendra tout de suite. Des courriers de personnes appartenant de près ou de loin à l'entourage d'élus ou d'électeurs plus éloignés, qui s'adressent aux maires ou aux élus en demandant des faveurs et des services personnels, donc tout ce qui est classique, ce genre de choses, les emplois publics, des avancements de carrière au sein des collectivités locales, lorsqu'on est déjà employé municipal ou départemental, des logements sociaux, des places en crèche, des permis de construire, etc. Ce qui me permet de comprendre aussi quels sont les parcours de la recommandation, les hiérarchies entre des grands élus plus proches de Gaston Defferre, maire de Marseille, ceux qui ne le savent pas, entre 1953 et 1986, donc une très longue période de gouvernement de centre, on va dire, l'Alliance socialiste et des listes de centre droit à Marseille, avec donc la convention d'excludendum du Parti communiste et des communistes marseillais, largement majoritaires dans la ville dans les années 50. Donc, premier parti des années 50. Donc ça pour avoir un encadrement historique. Troisième type de dossier administratif des différents services et du cabinet, dans lesquels il y a des échanges de courriers entre les fonctionnaires, les élus, les techniciens de la mairie, concernant les décisions d'attribution des emplois municipaux et des logements sociaux. Donc là, on a effectivement le côté des politiques de choix par rapport à qui va accéder à un logement social, à qui va accéder à un emploi public, et évidemment aussi avec un fond ceux qui en sont exclus, quelque part. Même si on verra tout à l'heure, c'est pas toujours facile dans ces dossiers de comprendre tous les tenants et les aboutissants, je reviendrai plus tard. En particulier, il y avait les archives concernant le logement social dont je parlais tout à l'heure, qui étaient extrêmement intéressants parce que on a une série, la série 540W,
où on pouvait lire tous les rapports, les courriers échangés entre les techniciens, la mairie, les organismes bailleurs du logement social et les élus sur les critères informels d'attribution de logements sociaux, hein, avec des tentatives de temps en temps des techniciens de mettre une limite à certaines pratiques des élus, mais en se faisant à l'idée que de toute façon l'élu avait la voix au chapitre quant à l'attribution des logements sociaux, fonctionnement qui a perduré jusqu'aux enquêtes de la magistrature dans les années 2008-2009 à Marseille, suite à l'affaire Guérini, ça aussi on y reviendra. Aujourd'hui, il y a quand même une remise en question à un certain nombre de pratiques, ça se sent bien. Donc ça, première source, globalement celle des archives, vous voyez déjà la richesse quand même qu'il y a dedans, on y reviendra tout à l'heure plus dans le détail. Deuxième source, les entretiens avec des élus, notamment sur la question du métier d'élu, des entretiens sociologiques réalisés avec une trentaine d'élus marseillais, 35 élus marseillais, dans la période 98-2000, mais qui, somme toute, ont vieilli assez convenablement, parce que ce qu'ils disent dans les extraits d'entretien, je trouve encore une bonne partie encore d'actualité. Évidemment, vous pouvez l'imaginer, sans aborder frontalement la question du clientélisme, qui est sensible, mais en se mettant de leur côté, du côté de leurs contraintes, en disant, bon, je sais très bien qu'il y a une demande sociale pressante, hein, qui est continue envers vos permanences, par des gens qui vous contactent pour obtenir des faveurs et des services. Comment est-ce que vous faites, comment vous vous organisez face à cette demande sociale, hein. Et là, donc, il y a une production discursive extrêmement intéressante, hein, où j'ai essayé de les faire parler, notamment, premièrement, sur l'organisation interne de leur travail, hein, sur leur emploi du temps, hein, sur leur façon de faire face à cette demande sociale, et aussi, évidemment, aux actions destinées à la quête de nouveaux électeurs. Donc, là, on a des récits extrêmement intéressants sur l'organisation de ce que j'appelle, ce qu'appellent les Américains historiquement, des machines politico-électorales au service donc, de l'élu et de sa réélection. Là où on a les récits de certains, notamment sur le fait qu'ils passent, je parle de députés-maires d'arrondissement à cette époque-là, aujourd'hui ils ne pourraient pas cumuler ces mandats, mais à l'époque c'était largement possible, où ils disent clairement qu'ils ne se sentent pas des très bons députés parce qu'ils sont tout le temps sur le terrain, hein, qu'ils font au moins 4 demi-journées par semaine. Ils sont là à recevoir les électeurs dans leur permanence, contourner d'autres petits élus d'arrondissement de leur entourage, des élus d'arrondissement et d'autres militants qui traitent cette demande sociale en permanence. Et deuxième chose intéressante qui vient des élus, c'est aussi toutes les argumentations, les justifications qu'ils peuvent fournir au sujet de leur propre pratique ou de celle de leurs collègues. Hein. Donc, cet élu dit « je ne suis pas un bon député hein. », on est déjà vraiment au cœur hein, de celle qui est ce que Jean-Louis Briquet appelle le métier politique, hein, c'est-à-dire vraiment l'étude des pratiques quotidiennes des élus, mais aussi des représentations qu'ils fournissent et du discours qu'ils fournissent sur ces propres pratiques et sur celles des adversaires, hein, dans des arguments de justification ou alors de dénonciation. Okay. Donc voilà, pour vous dire, après on pourrait y revenir sur ces aspects si ça vous intéresse. Ces deux premières sources, archives et entretiens, c'est l'époque de la thèse, c'est les années 19, 2000, 2001. Puis, plus tard, j'ai fait d'autres choses. Hein, pas en pensant forcément systématiquement que j'allais faire un bouquin, mais j'avais envie de ne pas en rester uniquement aux archives et aux entretiens. Avec des collègues, j'avais commencé à travailler notamment avec des sociologues urbains, avec Pierre Fournier, Sylvie Mazzella, sur une rue à Marseille, où j'avais travaillé sur les comités d'intérêt des quartiers, sur les liens entre ces comités d'intérêt des quartiers et la politique, avec cette fois-ci un point de vue plus ethnographique, un peu plus poussé. Donc je voulais reprendre ces méthodes-là, et ce que j'ai fait, je me suis inséré pendant la campagne électorale des législatives de 2007, des municipales de 2008,
au sein d'équipes de militants et auprès des élus chez qui j'ai suivi la campagne électorale assez de près. J'ai peut-être ayant fait l'erreur d'en faire un peu trop dans plusieurs partis, de ne pas me concentrer uniquement sur un ou deux candidats, mais où j'ai quand même eu accès à des choses extrêmement intéressantes en voyant les choses de l'autre côté de la barricade par rapport aux archives et par rapport aux entretiens que j'avais vus. Et donc, en allant voir qu'est-ce que fait l'élu pour, en campagne électorale, aller chercher des voix. Hein. Aller, par exemple, je suis monté dans la voiture du député aujourd'hui inéligible, d'ailleurs, parce que condamné, en me baladant dans les quartiers nord dans sa voiture et en allant distribuer des gadgets du conseil régional. Hein, il était vice-président du conseil régional, dans des associations du troisième âge des quartiers nord de Marseille et au sein de sa circonscription. Hein. En faisant des promesses, voilà, d'amener, par exemple, dans certaines salles qui ont été dépourvues, la climatisation qui manquait. C'était le mois de juin, il faisait très chaud. Ça, c'était pendant les législatives 2007. Là, j'ai pu voir donc vraiment le métier politique en acte. Mais peut-être encore plus intéressant, c'est de se balader dans les immeubles avec des militants, hein, en faisant du porte-à-porte. Là, on a des mots d'ordre de l'élu, voire du Parti national, qui dit d'aller voir donc, les gens dans leurs résidences et dans leurs appartements. Et donc, j'ai suivi du porte-à-porte où j'ai remarqué des choses assez extraordinaires autour de la dépolitisation du message politique. Hein, là où et Rémi Lefebvre avait déjà parlé dans certains de ses articles, où on interroge l'habitant hein, sous l'angle du fait qu'il habite sur place, hein, et non pas forcément comme un sujet politique. Donc, on lui présente de manière assez routinière le programme électoral, mais en gros, on leur demande de quoi a-t-il besoin. Hein. Et on lui dit que s'il a besoin de quelque chose, si dans le quartier ça va mal, s'il y a des travaux à faire dans les rues d'à côté, etc., si la cité d'à côté, il y a des sauvageons qui embêtent les vieilles dames, d'aller voir la députée en permanence. Hein. Donc on donne surtout la carte de visite avec le numéro de téléphone de la permanence, etc. Donc vous voyez que j'avais des éléments extrêmement intéressants que malheureusement je n'ai pas pu insérer complètement dans le livre, parce que le livre fait déjà beaucoup de caractères dans une première monture. Dernier type de source qui m'a paru extrêmement intéressante, là aussi peu utilisée dans le livre, mais qui donne lieu à ce moment à différentes publications, c'est un travail d'analyse quasi systématique sur la presse marseillaise à partir des années 80. D'une part, j'en avais besoin, ne connaissons pas du tout le contexte marseillais pour comprendre l'histoire politique de la ville. D'autre part, ce qui m'a paru tout de suite évident, et encore plus dans les années 2008-2009 et jusqu'à aujourd'hui avec l'éclatement de plusieurs affaires judiciaires, qui avait là quand même un processus fort de mise en dénonciation de Marseille comme étant une ville clientélaire, corrompue, caractérisée par une mauvaise gestion de ses services publics, de sa municipalité, etc. Hein, de me rendre compte qu'il y avait eu tout un processus long, hein, notamment de remise en question déjà au sein de l'appareil politique de certaines pratiques, puis l'arrivée de la magistrature ordinaire, avec l'éclatement de 2-3 grosses affaires dans les années 80, après on pourra y revenir dans le détail si vous le voulez, une période d'accalmie entre 1995 et les années 2008, mais à nouveau des grosses affaires de scandales politiques, avec la mise en accusation de Jean-Noël Guérini, qui était quand même le leader de la gauche marseillaise en 2008, candidat à la mairie, hein, et qui était encore à l'époque président du Conseil général, et aussi d'une députée, Sylvie Andrieux, accusée de malversation dans l'attribution de subventions à des associations loi 1901, qui de façon frauduleuse avaient réutilisé ces subventions et qui en même temps faisaient la campagne électorale de la candidate dans les quartiers au nord de la ville de Marseille. Hein.
Donc là, il y avait tout un certain nombre d'éléments intéressants, à la fois sur plusieurs acteurs de la dénonciation, que ce soit les élus eux-mêmes, que ce soit sur la magistrature, sur les journalistes classiques de la Provence ou des quotidiens nationaux, ou des quotidiens locaux nationaux, mais petit à petit aussi de nouveaux acteurs de la dénonciation chez les journalistes, de la presse internet, avec des nouveaux magazines qui sont apparus dans les années, à la fin des années 2000, avec des jeunes qui ne gagnent pas grand-chose pour faire leur métier, mais qui militent et qui ont été dans des processus de dénonciation assez intéressants. Donc, vous voyez un peu la pluralité, un peu toutes ces sources, et qu'est-ce qu'ils ont constitué donc, pour arriver donc, à ce travail. Qu'est-ce qu'ils m'ont permis, ces sources, de comprendre et de faire? Essayer, et je pense d'y être un peu réussi, mais il faudrait que je fasse un article un peu plus poussé là-dessus pour la revue française de sociologie, par exemple. C'est toujours quelque chose qu'on se promet de faire, qu'on n'arrive jamais à faire. Quelque chose qui me permet de sortir un peu du fourre-tout, de ce concept de clientélisme, où il y a plusieurs choses à la fois, et sur lesquelles il vaut mieux distinguer. Premièrement, je dirais distinguer 4 éléments différents au sein pour sortir de ce terme de clientélisme. D'abord, l'existence, et là peut-être on est sous le noyau dur du clientélisme tel qu'il est entendu par la littérature politologique, sociologique, anthropologique, des relations clientélaires ou de clientèle, qui sont des relations interpersonnelles, construites sur la longue durée, qui se font dans une dimension de confiance, d'amitié, d'affectivité entre des élus, qui échangent des biens et des services contre des soutiens politiques. Ça, c'est vraiment la définition classique qui nous vient de l'anthropologie, notamment de l'anthropologie anglo-saxonne, et que j'ai pu retrouver dans des archives, notamment dans les dossiers personnels dont je parlais tout à l'heure, quand on retrouve des courriers, des échanges de courriers sur une très longue durée, et qui témoignent d'une relation entre Gaston Defferre, d'autres notables, entre Gaston Defferre des petits élus, sur des échanges de biens et de services contre des soutiens politiques qui sont témoignés par toute une série de lettres et sur une longue période. Le propre de la relation clientélaire telle qu'elle a été décrite par les anthropologues, c'est que moi, je ne m'attends pas à que le service que je donne me soit rendu immédiatement. J'inscris ça dans la longue durée parce qu'on est dans une situation de don contre don dans laquelle la base, c'est la confiance que le service me sera rendu un jour, sous d'autres formes que celle actuelle. Donc on n'est pas dans une relation donnant-donnant brute. Et ça, on peut le retrouver, mais attention, parce que du coup, contrairement à ce qu'on trouve dans la littérature, du coup, c'est un hiatus énorme entre l'utilisation de notre clientélisme, on passe partout, et les possibilités empiriques de montrer là où il y a de la relation clientélaire. C'est très limité. Soit on fait un travail d'archive de ce type et on a la chance de tomber des choses comme ça, et des historiens, ils le font pour les notables de fin du 19e, début 20e, et les travaux des collègues avec qui je travaille, Frédéric Monnier qui a travaillé là-dessus, il y a un certain nombre de gens qui travaillent sur les courriers. En histoire, il y a des choses extraordinaires, là on peut le montrer empiriquement, ça c'est une chose. Soit on se fait embaucher par un élu et on fait de l'ethnographie sur place, en étant auprès de lui, en faisant une campagne électorale avec lui, ou alors en étant dans les activités ordinaires, en recevant des gens en permanence, etc., en regardant de l'intérieur quel est l'entourage et quelles sont les relations entre ces gens. Vous pouvez imaginer, les relations clientélaires, c'est forcément quelque chose d'intime, de compliqué, qui ne se dévoile pas facilement aux chercheurs. C'est une évidence. Donc modestie, là-dessus, et aussi dire, il faut chercher ailleurs. Et cet ailleurs est dans les 3 autres points. C'est-à-dire, au-delà de la relation clientélaire, il y a de la demande sociale. C'est un vrai phénomène. Une demande sociale de biens de services privés et personnels qui s'exprime de façon constante envers des élus. De la part des gens. Oui, une grosse partie, c'est des gens qui appartiennent déjà à la clientèle. Ok. Des gens qui sont déjà dans l'entourage. Et je l'ai montré d'ailleurs dans le livre
On voit bien, c'est des gens qui s'adressent systématiquement, qui ont déjà une habitude à s'adresser aux élus. Mais il y a aussi des électeurs au sens large qui s'adressent aux élus et qui sont doute, pour vous demander, et on peut considérer qu'ils demandent l'accès à un droit. Pourquoi pas avoir un logement social, normalement, et pourquoi pas avoir un emploi public dans une collectivité locale. Il faudrait donc aller s'interroger probablement sur qu'est-ce qui se passe dans ces permanences, qu'est-ce que c'est que le rapport de représentation publique, le rapport de représentation politique au quotidien et au concret, au jour le jour. De quoi est faite cette relation de représentation entre des élus et des électeurs, et où on met le curseur sur quelles sont les questions, les demandes légitimes à adresser à un élu et quelles sont les demandes qui ne sont pas légitimes. On peut considérer que les gens qu'ils essaient d'accéder à un logement social et qu'ils n'y arrivent pas parce que c'est bouché, ils aillent voir leur élu. Moi, j'ai pas d'avis moraliste à exprimer là-dessus. Donc c'est vraiment un phénomène social à part entière. Un troisième point, c'est on a de l'autre côté un métier d'élu. On en a déjà parlé, des élus mettent en place des pratiques, quotidiennes, dans lesquelles ils construisent des machines politiques, dans la quête de réélection, souvent dans des processus de professionnalisation. Et une partie de cette activité du métier d'élu est aussi vouée à la quête d'une clientèle. Des gens qui un jour pourraient rentrer dans la clientèle. Donc on est là dans un phénomène dans lequel la question clientèle est présente, mais elle va au-delà. Et un dernier point qui m'est suggéré par toutes ces sources, notamment, comme on l'a dit, qui sont dans l'administration, où l'on retrouve les logiques par lesquelles on attribue tel ou tel service à un tel ou à un tel, ce sont la question de des politiques de redistribution des ressources, individualisables, et dont le choix est souvent discrétionnaire, comme dans le cas de logements sociaux, des emplois publics, etc., mais qui vont au-delà. Ces politiques de redistribution des ressources vont au-delà des seules voies et des parcours clientélaires. Il y a peut-être à se demander les ressources qui sont dans une ville, à quels groupes sociaux sont-elles attribuées? Et c'est un peu l'interrogation un peu gramscienne qui est à la base de ce livre. C'est-à-dire, quels sont, en gros, les groupes privilégiés par des élites politiques dans la redistribution de tout un certain nombre de ressources. C'est tout ce qui est dans la partie centrale du livre, lorsque j'essaie d'analyser quels ont été les groupes effectivement favorisés par le pouvoir municipal. Donc on va y revenir tout à l'heure. Donc voilà pour en ce qui concerne cet aspect. Et donc ces sources, qu'est-ce qu'ils ne permettent pas de faire? Et où sont les limites aussi de ces techniques d'enquête et du croisement entre ces techniques d'enquête. Je dirais donc, les archives personnelles, malheureusement, ne dévoilent pas systématiquement l'identité du demandeur. On ne sait pas, on n'a pas systématiquement la profession, le lieu de naissance ou autre du demandeur. Donc, on n'arrive pas à faire des comptages systématiques, et les historiens ils se confrontent au même problème. Des comptages systématiques pour dire, bon, socialement, c'est qui? Est-ce que c'est plus des ouvriers? Est-ce que c'est plus des fonctionnaires de classe moyenne? Est-ce que c'est plus des classes moyennes supérieures, etc. Donc, la démonstration que je le fais par ailleurs, mais de ce point de vue-là, je ne peux pas être systématique. Les archives, évidemment, très riches pour la période 70-90, mais quand j'ai voulu faire de la mise à jour, en disant, bon, je vais quand même regarder un peu des machines politiques plus récentes, celles notamment de la droite marseillaise, de Jean-Claude Gaudin, qui accède à la mairie en 1995, je n'ai pas d'archives.
Donc c'est évident qu'entre ce que j'ai pu regarder sous le pouvoir socialiste centriste de Gaston Defferre et la période précédente, il y a évidemment une certaine dissymétrie. C'est-à-dire, là j'ai dû procéder plutôt à partir des entretiens où on m'explique un peu comment ils s'organisent leur machine électorale, des choses extrêmement intéressantes, de comment la droite aussi, dans les permanences de ses élus, au sein des mairies d'arrondissement, ils créent des associations parallèles pour accueillir la demande sociale d'emploi, vous voyez, où ils s'organisent vraiment comme des machines électorales, etc. Mais je n'ai pas la trace dure, celle des archives, où c'est indiscutable, quelque part. Hein. Et troisième limite, un peu des observations ethnographiques qui ne sont pas, effectivement, pas suffisamment exploitées dans l'ouvrage, où j'ai dû faire des coupes au sein du livre, et je n'ai pas pu pousser comme j'aurais voulu sur la description fine de certaines machines politiques, où il y a certaines descriptions, d'autres ont dû rester en dehors. Voilà, m'en font partie d'autres types de publications, et pour l'instant, ça n'y est pas. Mais c'est quand même un aspect que je trouve important. Alors, où j'en suis? J'ai pas mal avancé. Deuxième point, c'est un peu la thèse centrale du livre. Hein. C'est de dire que, contrairement à toute une certaine façon de voir, la redistribution de des ressources ne profite pas prioritairement aux classes populaires, mais plutôt aux classes moyennes ou les classes petites moyennes en ascension sociale. Je partais de deux présupposés à démonter pour montrer ça, ou du moins à remettre en discussion. Le premier, c'est celui du rapprochement un peu naturel qui se fait dans le langage commun, dans le langage des élus politiques, mais aussi dans la littérature de sciences sociales, entre clientélisme et pauvreté, et entre classe populaire, entre clientélisme et classe populaire, entre clientélisme et prolétariat urbain. Hein. Donc c'est le propre du sens commun, évidemment, mais aussi, de façon implicite ou explicite, de traditions sociales importantes. Hein. La première, c'est les études américaines sur les machines politiques et le pouvoir dans les villes, hein, qui font de manière naturelle ce rapprochement. Dire, bon, il y a des masses d'immigrés qui arrivent aux États-Unis, il faut les intégrer dans la démocratie américaine. Hein. Ce sont des petits notables, de petits patrons de bars, etc., d'entrepreneurs qui organisent ces machines politiques en leur donnant des services et en favorisant leur intégration aux États-Unis. Donc, par ça, ils obtiennent des avantages et services, des contacts, mais aussi des emplois dans la machine municipale, etc., etc. Il ne faut pas oublier quand même, il y a aussi dans toute une littérature sur les machines politiques, politologiques, mais aussi journalistiques, une dénonciation forte quand même des avantages que des nouveaux migrants, hein, venant du monde de l'Europe, auraient des avantages de cette machine. Alors qu'on évince complètement tout un certain nombre d'intermédiaires et de notables au sein de la machine politique américaine qui sont plutôt une classe moyenne. Hein. On met l'accent uniquement sur les avantages pour les immigrés. Derrière, il y a évidemment aussi la période de la réforme américaine des années 20-30, dans laquelle il y a aussi des accents très fortement racistes envers ces migrants et ces nouveaux arrivants aux États-Unis. Et une deuxième tradition très importante, c'est celle de la littérature anthropologique, sociologique et politologique, surtout américaine, anglo-saxonne, hein, particulièrement, mais pas uniquement, hein, qui s'est penché sur les villages et sur les communautés rurales de Méditerranée dans les années 50, 60, 70. Hein. Il y a un paquet de chercheurs qui sont venus des États-Unis ou d'Angleterre travailler sur la Sicile, sur Malte, sur le Maroc, sur Chypre, sur la Grèce, sur le Maroc, etc. Il y en a énormément, je ne sais pas là, vous les listez dans l'Italie centrale, en Hongrie, etc.
Et Jean-Louis Briquet en parle très largement dans ses ouvrages, pour regarder en gros pourquoi le fonctionnement démocratique, l'avancement de la modernité démocratique et du capitalisme était contré par des résistances telles que des phénomènes comme le clientélisme, hein, comme le rapport entre les patrons et les clients dans les milieux ruraux. Donc là aussi, on va uniquement sur des relations entre des patrons et des classes populaires. On ne s'intéresse pas forcément à des intermédiaires, plus particulièrement, sauf exception, notamment dans une partie de la littérature italienne, sur la question. Donc, cette façon de voir hein, du clientélisme en lien avec les classes populaires, il est propre aussi à certains élus, jusqu'à arriver à nos jours, hein, qui le mettent en avant presque comme un discours de revendication. Vous avez là une citation, désormais devenue à Marseille un peu célèbre, hein, de Jean-Noël Guérini, lorsqu'il est élu en 2011 président du Conseil général, alors qu'il y avait déjà des enquêtes de la magistrature sur le sort de son frère et sur des questions de corruption autour des déchets. Hein. Et après, lui-même, Jean-Noël Guérini, est mis sous accusation en 2013. Voilà ce que dit Guérini. Le clientélisme, on m'a bassiné du clientélisme pendant des mois et des mois. Mes chers collègues, je n'ai de leçons de recevoir de personne de ce domaine. Je tiens à vous dire, si faire du clientélisme, c'est s'occuper des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes âgées qui sont dans la misère, dans la détresse humaine, qui cherchent des logements, qui cherchent à se réinsérer dans la vie, alors j'assume totalement le mot clientélisme au nom de ma majorité de gauche. C'est comme ça que nous devons travailler, mes chers collègues, et je n'ai pas aussi dans ce domaine de leçons à recevoir. Lorsque je vois ce qui se passe dans d'autres collectivités, y compris en assistance publique, c'est les hôpitaux de Marseille, où on me fait remarquer que depuis 10 ans, il n'y a pas un emploi qui a été recruté par les élus socialistes. Allez chercher l'erreur dans ce domaine, alors dans ce domaine, mes chers collègues, pas de leçons à recevoir de personne. Vous voyez, on est là face au discours maître de la revendication. Hein, c'est quand même remarquable. Hein, de la revendication du service rendu, hein, comme étant une politique de gauche en faveur des personnes les plus démunies. Hein. Évidemment, il faut le lire dans le contexte des accusations judiciaires. Hein. C'est une espèce de réponse, si vous voulez. Hein. Donc, probablement, dans d'autres contextes, il n'y aurait pas forcément eu une telle revendication, une telle force. Mais, quand même. Parce qu'après, ce n'est pas les seuls. Hein. On a des syndicalistes. Les syndicalistes au sein du syndicat Force ouvrière, ceux qui ne savent pas, Force ouvrière, c'est un peu la structuration au sein de la mairie de Marseille du pouvoir socialiste de Gaston Defferre depuis longtemps, et c'est la machine à reproduire hein, dans une logique d'embauche de père en fils qui continue au sein de la mairie de Marseille, de reproduire en fait le pouvoir des mêmes familles au sein de la municipalité marseillaise. Donc vous avez des syndicalistes de FO, de Force ouvrière, qui disent, voilà, dans une interview au quotidien de France, et puis permettez-moi de vous dire une chose, quand on parle de clientélisme, si cela consiste à permettre l'émancipation des travailleurs, alors oui, j'y suis favorable. Hein. S'il y a des gens qui sont embauchés, si ça permet de créer de l'emploi, parce qu'ils sont à l'intérieur de nos structures, s'ils ont des avancements et autres, des avancements de carrière, hein, je veux dire, dans le cas de leur responsabilité, alors je suis pour le clientélisme. Hein. Ce que je dois reconnaître, c'est que quand on a une majorité de personnes dans un syndicat, le nombre fait qu'il n'y aura plus de promotion pour une organisation majoritaire que pour ceux qui ne le sont pas. La dernière fois, ça veut dire que les embauches, il faut qu'elles soient toutes pour nous, et les syndicats CGT et compagnie qui sont minoritaires, nous on est majoritaires, n'auront droit à rien. Hein. Et les embauches se décident au sein du cabinet du maire, avec des conciliabules, avec
le secrétaire général des Faux, secrétaire départemental des Faux. On a quelque chose de fondamental. Quand vous donnez un emploi ou des emplois à une famille qui, elle, a autour d'elle, et revendique autour d'elle tout un certain nombre de voix, c'est que vous reconnaissez cette famille comme étant une famille faisant partie de la ville et participant au sort de la ville. Vous leur donnez une reconnaissance qui n'est pas une reconnaissance de type matériel, mais aussi symbolique. Je vous reconnais comme étant un corps, le corps municipal, et certaines des familles au sein de ce corps municipal, comme des protagonistes de la ville. Des gens qui sont à la pointe. Et qui après, ils nous aident en campagne électorale. Donc, vous voyez ce genre de phrase qui configure vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et remarquable parce qu'elle met en œuvre une espèce de grand retournement de stigmate. Par une œuvre qui est à la fois de réduction et de valorisation des pratiques clientélaires, de clientélisation, et qui les transforme dans une activité sociale en faveur des personnes démunies, dans la détresse, en quête d'insertion, etc. Donc, au travers de ces opérations intellectuelles et rhétoriques, donc ces élus et syndicalistes touchent à mon sens au cœur de la question du clientélisme, qui renvoie vraiment au cœur de la question de la démocratie représentative et de ses pratiques réelles. Parce qu'en fait, on pourrait se demander de temps en temps, mais finalement, est-ce que par moment, ce n'est pas le seul moyen de favoriser l'ascension sociale d'un certain nombre de gens Et il y a des cas comme ça. Il y a des cas de personnes dans la difficulté sociale qui voudraient accéder à un logement social, par exemple, et avec les nouveaux critères mis en place par les HLM sur le fait de pouvoir honorer le paiement d'un loyer, sur des raisonnements économiques, parfois il y a des familles qui ne peuvent pas y accéder. Et le seul moyen d'y accéder, c'est l'aide d'un élu. Bon. Donc, Guérini, quand il dit ça, et les syndicalistes pareil, ils disent une partie de la vérité, mais qu'une partie de la vérité. Et s'ils le mettent en avant comme ça, c'est justement pour masquer le fait que, malgré tout, ces politiques de redistribution profitent la plupart du temps aux classes moyennes et petites moyennes, en ascension sociale. Et à Marseille, on le voit, et dans le livre, c'est détaillé dans les chapitres centraux, donc c'est le 3, le 4 et le 5. Vous avez des courriers où les élus municipaux sont glorifiés. Où donc les avantages profitent essentiellement à ce qu'on appelle la famille municipale. Donc tout un certain nombre d'employés municipaux, et ça va au-delà, parce qu'il faut compter aussi les différentes agences et les institutions liées à la mairie de Marseille, le bataillon des marins-pompiers, les hôpitaux de Marseille, qui sont reliés mais relativement autonomes, la régie des transports marseillais, etc. Donc, tout ce monde profite. Et on retrouve dans les courriers ce terme de famille municipale qui est très large, justement. Et dans lequel on trouve aussi le journal de propriété du maire, Gaston Defferre. Gaston Defferre, au sortir de la guerre en 1945, et il prend armes à la main le journal Le Petit Provençal, qui était dans les mains des collaborationnistes pro-nazis. Et ils ont fait un organe de presse, et cet organe de presse devient de sa propriété personnelle. Jusqu'à arriver dans les années 60, c'est quand même une entreprise importante qui a 1500 salariés. C'est pas rien. C'est aussi un outil clientélaire et notabiliaire très important. Et donc, les gens du Provençal aussi sont dans la famille municipale, quelque part. Là, vous voyez un courrier adressé par le directeur du Provençal au cabinet du maire, en commandant un jeune pour l'employé municipal, et c'est du routinier, c'est-à-dire il y en a toutes les semaines de
ces courriers adressés par la direction du Provençal au cabinet du maire. Bon, je te rappelle que, un tel, on a fait la demande de logement social il y a quelques temps, je te relance. Ça témoigne du caractère routinier de la chose, un peu tout le temps. Et vous voyez à quel point on prend en compte l'importance du fait que ce soit les employés municipaux, et qu'il faut protéger leurs intérêts. Le père de l'intéressé contre-mettre au service de l'écologie des espaces verts, le grand-père est retraité municipal. Vous voyez ce qu'on disait de l'embauche de père en fils tout à l'heure, les dynasties. Là, on est au cœur de la relation clientélaire. Ça s'inscrit dans la longue durée. Je retrouve y compris des courriers avec des veuves d'employés municipaux dans lesquels il y a des marques de fidélité, à la fois politique et personnelle. C'est donc une famille très respectable qu'appartient le jeune. C'est donc une famille très respectable. Ils sont respectables. Ils passent devant les autres. Et c'est pas dit. Mais derrière, il y a ça. Donc voilà ce genre de courriers qui sont absolument magnifiques quand on les trouve dans les archives. Et on est plus que content. Donc, oui, eh bien, évidemment, au-delà de la famille municipale, et c'est les autres chapitres, évidemment, on a des professions libérales, pharmaciens, avocats, médecins, etc., qui deviennent des intermédiaires dans ce système, qui garantissent le lien souvent entre une clientèle qui est souvent leur clientèle professionnelle, et le cabinet du maire, pour toute une série de demandes. Pareil, les présidents d'associations de quartier, les CIQ, qui sont souvent des commerçants dans les quartiers de Marseille, mais aussi des enseignants, des gens de classe moyenne, des élites d'associations de type communautaire, un chapitre auquel je tiens beaucoup, qui s'intitule « L'invention politique des communautés », où je montre bien que des notables d'associations communautaires juives arméniennes rapatriées d'Algérie deviennent elles aussi des intermédiaires dans ce système et obtiennent des avantages pour eux-mêmes, pour leur entourage et pour des gens qui se disent appartenant à la communauté juive arménienne ou rapatriée, évidemment au détriment d'autres immigrations beaucoup plus récentes, mais aussi anciennes, comme celle maghrébine notamment, qui sont exclues systématiquement à la fois de l'accès au logement social et aux emplois publics. Vous allez à Marseille, vous regardez le soir les camions bennes, celles qui prennent les poubelles, vous me dites si vous allez trouver un black ou un arabe, il y en a très très peu. Vous comparez avec Lyon et Paris, franchement, on la voit physiquement cette différence, c'est clair. Donc, ce qui m'amène à dire, en prolongement de la thèse centrale, que voilà, il y a une hégémonie durable du defairisme dans cette ville, même si les maires ont changé, et encore jusqu'à aujourd'hui, entre deux fers, sauf la période Vigouroux, mais si vous voulez, on y reviendra, qui représente pour moi une parenthèse d'exception, jusqu'à arriver aujourd'hui à Jean-Claude Gaudin. Donc, comme j'ai disons, fini mon temps de parole, c'est trop long, j'avais toute une partie quand même, un peu d'ouverture en disant il y a quand même quelques changements et quelques transformations. Pas tout est complètement figé dans cette de l'hégémonie de ce groupe politique, de ces groupes politiques avec toujours la même classe sociale et les mêmes groupes sociaux. Mais je pense qu'il vaut mieux laisser à la discussion la question des transformations et des changements plus récents. Donc justement, je dis juste un mot, cette remise en question politique, judiciaire, journalistique du clientélisme représente quand même un aspect important, et où il y a un rapport de force qui se crée. Vous voyez bien, entre les gens qui dénoncent les pratiques et les gens, par contre, qui les revendiquent et qui se défendent, comme Guérini, qui revendique le clientélisme sous les formes que l'on a vues. Merci à vous, à votre écoute et votre patience, et merci encore de ces moments privilégiés. Merci. Alors, je laisse la parole à
arriver, comme tu veux. On y va. Je mets à côté de toi, non, je mets à côté de toi. Alors, si jamais, bon, je vais pas récupérer l'ouvrage, mais je... Non, c'est... Désolé, j'ai oublié ma copie à l'hôtel. Si vous voulez la faire circuler. Ça a circulé. Très bien. Bon, bah merci. Alors, l'ouvrage, de toute façon, je comptais t'inviter pour le crapule, mais comme au moment de la séance en juin de préparation de l'année 2017-2018, on m'a fait savoir à ce moment-là que tu étais déjà programmé pour cette séance. Donc voilà. Donc tout simplement, ce que je trouve l'ouvrage assez remarquable. Pourquoi? Alors, je vais faire assez vite, puis après j'en reviendrai à mes questions, mais face à cet objet piège des sciences sociales, en plus sur un terrain miné, puisque voilà, Marseille fait partie avec d'autres, avec la Corse, avec Palerme, avec Naples, etc., de ces endroits qui peuvent facilement susciter les fantasmagories et qui ont beaucoup été étudiés, mais peut-être moins d'ailleurs Marseille et la Corse finalement que la Sicile et que Naples, hein, notamment par les anglo-saxons, hein, qui ont très peu investi ces terrains-là, contrairement à l'Italie, et puis même les Français, hein, c'est-à-dire que voilà, dans les sciences sociales, finalement, il y a assez peu de travaux là-dessus, même si c'est en train de changer, mais voilà, il y a finalement assez peu de travaux, par contre beaucoup de publications journalistiques, souvent sensationnalistes, et j'y reviendrai. Mais alors, ce qui, selon moi, fait l'intérêt, alors tu l'as dit, ta thèse principale, en fait, il y en a deux, hein, tu l'énonces à deux reprises, c'est effectivement, d'une part, que alors, sachant que c'est une boîte noire, mais que tu vas ouvrir, hein, le clientélisme bénéficie, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas tant aux classes dites populaires, parce qu'on a souvent cette image, en plus, d'une plèbe, enfin, c'est le cas notamment à Naples, hein, etc., avec des précédents historiques, enfin, on pense à Achille Lauro, etc., mais plutôt, donc, à des classes moyennes, alors tu distingues, parce que aussi, c'est une catégorie fourre-tout, mais à des classes moyennes qui peuvent aller des classes moyennes supérieures aux petites classes moyennes. Et puis ton autre thèse qui prolonge celle-ci, c'est que ces pratiques, hein, qui sont le fait de ce que tu appelles, donc, dans une perspective un peu gramscienne, un bloc hégémonique, sont pérennes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une durabilité d'une coalition, alors, qui peut sembler improbable, mais disons entre ce groupe de résistants autour de Gaston Defferre, membre de la SFIO, résistants mais anticommunistes, qui s'associe avec le patronat donc, marseillais et la droite catholique, hein, c'est-à-dire le MRP à l'époque. Et donc voilà, et tu montres ça de manière très dynamique, très relationnelle. C'est pour ça que sans doute qu'un des termes clés, c'est plutôt celui de clientélisation plutôt que celui de clientélisme. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les clients et les patrons doivent remettre l'ouvrage sur le métier. Hein, c'est-à-dire c'est ce flux incessant de pratiques ordinaires, routinières, etc., que tu as pu observer donc, avec des sources très variées, mêlant donc, des archives de l'ethnographie, d'études de presse et des entretiens. Mais donc voilà, clientélisation donc, en mouvement, hein, et de même notabilisation, puisque ceux qui sont en tout cas les premiers bénéficiaires, hein, en tout cas sur le plan politique, en termes de carrière, ce sont ces patrons, mais tu montres bien qu'ils ne sont pas initialement des notables pour la plupart, hein, c'est-à-dire qu'ils vont devenir des notables, en fait, à travers cette machine politique qu'ils sont en train de construire. Donc il y a aussi une notabilisation, et donc on voit un peu cette espèce de triangle entre clientélisation, notabilisation et ce bloc de pouvoir qui va se révéler en plus durable. Voilà, donc tu listes plein de choses, mais c'est vraiment ce côté très relationnel que j'ai beaucoup apprécié, et puis la masse documentaire. Alors effectivement, tu n'as pas pu tout mettre, hein, et notamment tu as peut-être un peu sacrifié le volet ethnographique de l'enquête, mais voilà, dans ces 400 pages, par contre, ça tu ne l'as pas dit, il y a aussi beaucoup, et ça je pense ça ajoute beaucoup à la qualité de l'ensemble, tu ajoutes beaucoup aussi d'éléments statistiques qui permettent de comparer, d'ailleurs c'est ce que tu as fait un peu aussi, une monographie comparée, hein, c'est-à-dire de resituer Marseille par rapport aux autres métropoles françaises, c'est-à-dire pour ce qui est de la distribution des classes sociales, enfin des catégories socio-professionnelles, mais un tas d'autres données comme ça sont systématiquement comparées. Et puis effectivement, tu te sers aussi de la littérature sur les machines politiques en comparant ce qui a pu être dit sur les machines politiques aux États-Unis. Alors, du coup, voilà, bon, ça emporte ma conviction, voilà, en général. Alors, ce qui est frustrant, c'est qu'on aimerait en savoir un peu plus, mais c'était l'autre moitié de ta thèse, hein, que je n'ai pas lu, mais sur Naples, effectivement, hein, qui appelle un tas de comparaisons. Mais voilà, je vais en venir un peu à mes questions.
Alors, je voulais poser celle de l'accès aux archives. Hein. C'est vrai que moi-même, j'ai été surpris que tu puisses accéder, mais tu l'as dit sur cette dérogation. Est-ce qu'elle est due à un contexte politique peut-être alors, ça aurait peut-être pu être compréhensible du temps de Vigouroux, parce qu'on se disait que c'était aussi une politique qui se voulait, hein, c'est un affichage, mais aussi de la transparence, etc., de rupture aussi quelque part avec le passé de Defer. Mais apparemment, c'est après Vigouroux, la parenthèse, comme tu l'as appelé Vigouroux, que tu sollicites ces archives. Or, Gaudin vient du deférisme, en quelque sorte, hein, comme conseiller municipal. Et du coup, alors, je voulais savoir si tu pouvais insister, alors sans doute que c'est pas là, mais que c'est peut-être ailleurs, sur d'autres ressorts sociaux de cette emprise du deférisme qui survit à Defer. Un épisode que tu mentionnes, mais peut-être qu'il aurait fallu plus insister dessus, mais peut-être tu le fais peut-être dans la thèse, hein, sur les fameuses grèves de 1947, quand même sur le port de Marseille, hein, pour les dockers. Puisque selon moi, alors, j'ai pas tellement d'éléments pour l'appuyer, mais quand même se joue quand même quelque chose de très important là. Alors tu l'évoques un petit peu, mais là par contre, on n'a pas tellement de sources, hein, c'est plus difficile peut-être à appuyer, mais une alliance donc clairement anticommuniste, hein, parce que tu l'as dit, effectivement, Marseille a cette particularité d'avoir un parti communiste hégémonique et une CGT hégémonique également. En 1947, il y a ces grèves qui sont très déstabilisatrices. On le sait, c'est à peu près le même contexte en Italie, ça, les 47-48, ces grèves menées par le Parti communiste dans le sillage qui est sorti des coalitions post-conflit mondial. Et puis, du coup, cette intervention extérieure, alors peut-être, sans doute qu'il y aura des choses dans les archives publiées aux États-Unis ou pas après, mais tu parles de l'AFL, on connaît son rôle dans la création de forces ouvrières. Hein, il y a vraiment eu une politique qui visait à scinder la CGT et qui a réussi partiellement. Alors, il y a eu d'autres travaux sur Pierre Grémion sur l'intelligence de l'anticommunisme qui avait après sur le congrès de la culture, mais sans doute qu'il y a peut-être des archives maintenant qui vont s'ouvrir aux États-Unis qui vont nous préciser ça avec le rôle de la CIA. Alors, on sait un peu plus maintenant sur les élections législatives de 48 en Italie, mais là, sans doute que quelque chose se joue. D'ailleurs, c'est pas forcément sous forme de complot stabilisé, explicité, c'est souvent de coordination tacite entre ce bloc qui a quand même en point commun l'anticommunisme très fort, hein, que ce soit du côté de la droite catholique, du patronat marseillais et des proches de Defer, de la SFIO, et bientôt donc de ce qui est en train de se créer sous la forme de FO. Et du coup, j'aurais aimé peut-être avoir plus d'éléments sur donc, ces ressorts sociaux au sein de, si c'est possible, hein, peut-être que c'est pas possible pour le moment, mais au sein de la préfecture de police, des corps de police, de la justice, sachant que, alors ça j'imagine que tu ne l'évoques pas sans doute pour ne pas céder à une forme de folklorisme très fort du côté marseillais et provençal, hein, mais il y a quand même, c'est quand même une ville où la criminalité est quand même importante et la gestion de la criminalité aussi est importante, et peut-être que des choses se jouent là, enfin, on le voit dans certaines des carrières que tu évoques, hein, c'est certains qui sont passés par la contrebande, etc. Ce qui pose aussi la question de la violence. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même, au passage, tu mentionnes que certains ont des gardes du corps, etc. C'est pas partout en France que des élus locaux ou régionaux ont leur garde du corps. Voilà, il y a eu tout ce qu'on sait des années 70, là c'est plutôt le démantèlement de la French Connection, mais quand même, est-ce qu'on peut savoir des choses là-dessus maintenant ou pas ? Et puis se pose la question des cercles où se réalisent ces alliances, c'est-à-dire qui ne sont pas observables forcément dans la presse écrite, dans les correspondances, etc. C'est-à-dire, ça peut être des loges maçonniques, des clubs, des Rotary Club, etc. Alors peut-être qu'on peut avoir des éléments dans le Bous-Bous ou des cérémonies de décoration, etc., mais qui permettent de saisir aussi la multipositionnalité de certains acteurs, qui est plus forte que d'autres, et qui leur permet de réaliser des alliances, pas forcément publiquement, hein, sans privilégier pour autant les coulisses, mais sans doute qu'il y a aussi des choses qui permettent des raccourcis, hein, comme dirait d'autres, des trous structuraux, hein, qui permettent de franchir des espaces sociaux que d'autres ne peuvent pas franchir. Et puis, une question qui prolonge celle-ci, c'est est-ce qu'on peut parler, alors c'est pas tout ou rien bien sûr, là c'est très simpliste de dire ça, mais est-ce qu'on peut parler dans certains cas d'un contrôle territorial, puisque tu insistes à juste titre sur l'importance de la territorialisation, hein, tu dis même qu'elle est systématique,
Mais est-ce qu'on peut parler, comme en Italie par exemple, d'un contrôle? Alors c'est un peu mentionné parfois de manière implicite sur les paquets de voix. Hein. C'est-à-dire tu mentionnes, par exemple, tu rapportes le nombre d'affiliés à AFO à Marseille, et tu le rapportes 16 000 égale 50 000 voix, en tout cas potentielles bien sûr, c'est pas des voix qui sont contrôlées, mais en tout cas qui sont potentielles, hein, avec la famille, les parents élargis. Mais est-ce qu'il y a des contrôles de paquets de voix comme ça s'est passé? Mais ça se passe encore beaucoup en Italie, hein, qui peuvent s'objectiver, se mesurer et se vendre d'ailleurs. Et puis voilà, sachant qu'en Italie ça a pris une autre dimension, puisqu'une catégorie politologique comme le voto di scambio, le vote d'échange, a pu devenir une catégorie judiciaire et donc du droit pénal, hein, et à la grande surprise et à la grande stupéfaction, donc au grand désarroi de certains politiques, hein, se voir accusés de choses qu'ils avaient toujours pratiquées et qu'ils considéraient comme hautement légitimes. Voilà. Et du coup, une autre question qui prolonge celle-ci par rapport à la territorialisation. Tu insistes donc, encore une fois, à raison sur ce quadrillage territorial, en regardant bien arrondissement par arrondissement. Hein. Tu montres bien que ce bloc hégémonique a ses différents fiefs dans le centre, le sud, l'est de Marseille, hein, dans la division par arrondissement. Et d'ailleurs, les socialistes renoncent assez vite à essayer de fidéliser un électorat massif dans le quartier nord. Hein. Il y a une sorte de... où on laisse ça aux communistes ensuite, peut-être au Front National par la suite. Mais justement, du fait même de cette très forte territorialisation, comment expliquer des phénomènes d'importation de parachutage comme Tapie ou même Le Pen dans les années 80? Alors est-ce que ça correspond à un moment, parce que c'est vrai que dans ta périodisation, c'est un moment qui est celui d'affaiblissement de la machine politique. C'est à partir de 85-86, hein, avec la disparition de Defer, il y a peut-être un moment de flottement, enfin, avant que ça reprenne toute sa vigueur sous Gaudin. Mais comment expliquer le succès, alors certes provisoire pour Tapie, mais quand même en termes électoraux, hein, d'ailleurs plusieurs échelles différentes, municipales, législatives, européennes, etc., d'acteurs politiques donc, qui ne sont pas implantés sur place, hein, qui ne disposent pas de ces réseaux, et qui pourtant font des percées électorales assez spectaculaires. Et puis une dernière question, alors un peu plus large, mais c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter initialement, c'est qu'est-ce que signifie étudier une ville, enfin, en l'occurrence là, une ville ou une grande ville, mais un terrain, ça pourrait être un autre terrain, sur la durée. C'est-à-dire ce qui est assez remarquable, c'est que cet ouvrage ne sort pas juste après ta thèse, c'est-à-dire qu'il y a le temps de faire du terrain après la thèse, hein, comme tu le mentionnes, de suivre des candidats, etc. en 2002 et après. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Alors, en termes à la fois de familiarisation, hein, parce que tu n'as pas grandi à Marseille, mais d'arriver et ensuite de se maintenir sur la durée, de prendre cet objet sur la durée, mais ensuite, à partir du moment aussi où tu t'établis à Marseille, c'est-à-dire que tu es absorbé en quelque sorte par l'objet, hein, tu es aussi pris dans l'objet, et qu'est-ce que ça signifie en termes de rapport à ton objet? D'accord. Merci à vous. Je peux y aller. Oui. Bon, merci à Hervé, avec qui on se connaît depuis fort longtemps, depuis les thèses. Et sur lesquelles on a cogité aussi récemment ensemble, justement, sur une des questions que tu poses. C'est celle de la dénonciation de certaines pratiques, des affaires judiciaires, hein, qui sortent notamment. Et aussi comparativement avec l'Italie, tu as posé une question sur le contrôle des paquets de vote. Éventuellement, parce qu'il y a eu, pour ceux qui le savent, des enquêtes, pendant les enquêtes Mani-Pulite, celle de la grosse vague d'enquête 92-94, il y a aussi eu un volet, je dirais Naples, c'est parti vraiment de là, je dirais. Il y a un volet important sur la question du délit de corruption électorale, qui est un peu une façon de mettre dans le droit la question du clientélisme, quelque part. Certains articles en Italie du code électoral, qui n'avaient quasiment jamais utilisé concrètement dans la jurisprudence concrète, à un moment donné, sont ressuscités par des juges qui, pour attaquer certaines machines politiques, ils évoquent ce délit de vote d'échange. Le délit de corruption électorale. C'est-à-dire, ils essaient de montrer, ils y arrivent en certains cas, même si après, pas mal de ces affaires tombent complètement, il y a des absolutions tout le temps, hein, quasiment tout le temps. Ils veulent montrer que, du point de vue judiciaire, qu'il y a un échange entre des votes, hein, difficile à montrer dans l'urne,
quelqu'un ou quelqu'un d'autre, et des services donnés par des élus à des électeurs. Donc, on est là face à un processus un peu bizarre, dans lequel nous, justement, on se dit, mais c'est du coup, il faut déplacer la focale et s'interroger plutôt sur quel est le nouveau rôle de la magistrature à un moment donné dans l'histoire. Parce que, comment se fait-il que ce délit n'a jamais été évoqué pendant 40 ans l'histoire républicaine italienne, et au bout d'un moment, il y a plusieurs affaires là-dessus, quoi. Donc, et côté Marseille, il n'y a pas ce genre de choses, on ne retrouve pas. D'une part, à mon avis, il y a des questions institutionnelles liées au rôle différent des magistratures, en Italie et en France. En Italie, il y a quand même un rôle de la magistrature beaucoup plus important et avec des capacités d'indépendance et d'autonomie nettement supérieures. Et en France, il y a un lien hiérarchique entre la garde des Sceaux et les procureurs qui quand même limite pas mal les choses de ce point de vue-là, je trouve. Ils ne sont pas allés si loin sur ces pratiques-là. Puis, par contre, maintenant, c'est par une entrée, je dirais, managériale que la magistrature arrive très fortement à Marseille à attaquer les pratiques politiques au sein notamment des collectivités locales. Il y a, à mon sens, c'est des choses que je suis en train d'écrire plus récemment, je trouve qu'il y a vraiment un processus très fort de dénonciation de la politique, du clientélisme, de la corruption à Marseille, ce qui s'apparente, je dirais depuis 2008, à une manipulité marseillaise. Je pense qu'il y a vraiment un phénomène de cet ordre-là. L'affaire Guérini, l'affaire Andrieux, c'est des gros trucs, quoi. C'est pas des petites choses, hein. Et il y aura un procès Guérini l'année prochaine. Il y a une grosse affaire qui éclate au département autour de la corruption des fonctionnaires, c'est 2016. Et là, on ne sait pas où ça en est. Il y a plusieurs petites affaires autour du financement frauduleux des associations loi 1900 aussi. Et donc, tout ce processus monte très, très, très fortement. Alors, merci pour une question historique, parce qu'en général, moi, je n'arrive pas à en parler en public parce que je n'ai pas le temps et je vais sur d'autres questions. L'exposé que je vous ai présenté, après, il y a d'autres types d'exposés qui insistent sur d'autres aspects, mais c'est vrai que je laisse toujours de côté le premier chapitre, qui est peut-être fort intéressant et qui me fait penser aussi à une polémique qu'il y a eu récemment avec un sociologue qui travaille sur Marseille, qui s'appelle Michel Peraldi, qui est revenu sur mon bouquin, évidemment sans l'avoir lu, comme on fait parfois, hein, en disant qu'il n'y a pas une spécificité marseillaise du clientélisme. Oui, ok, d'accord, évidemment. Hein, et que Marseille serait spécifique sur rien. C'est une ville banale, comme n'importe laquelle. Bon. Moi, je pense que c'est n'importe quoi de raisonner de cette façon-là, parce que c'est évidemment chaque contexte sur lequel on travaille, chaque terrain, il est à la fois ordinaire comme d'autres, comparable et similaire à d'autres, et spécifique et particulier. Hein, mais il faut toujours jongler sur ça. Et donc, ce que tu dis sur l'histoire, c'est vrai, il y a quand même une histoire. Donc, si on ne le prend pas du point de vue culturaliste, on prend les structures sociales, le devenir, les transformations historiques de certaines structures, on retrouve des spécificités fortes. Ce n'est pas dans toutes les villes, tu l'as bien dit, qu'il y a la prise de pouvoir d'un groupe, hein, qui est très fortement anticommuniste et se lie très fortement non seulement aux centristes catholiques de la droite, comme tu as dit justement, mais aussi à la droite patronale marseillaise, hein, et qui prend le pouvoir donc, contre les communistes et qui s'appuie sur le pouvoir de force ouvrière qui est, et certains historiens l'ont montré, largement financé par la CIA pour casser les grèves sur le port de Marseille en 1947, quand il s'agit d'éviter que les bateaux qui doivent partir pour l'Indochine puissent s'embarquer. Et ce qui est spectaculaire, je rajoute un peu spectaculaire,
c'est que cette machine politique parvient à mettre en minorité les gaullistes. Enfin, ils n'ont jamais été majoritaires, mais je veux dire, ils pèsent 25% fin des années 40, début 50, puis ils s'effondrent. Il y a beaucoup de défections de gens qui avaient appuyé les candidats gaullistes qui vont rejoindre... Y compris une partie des gaullistes sera alliée à Differ. Donc à l'opposition, il n'y a finalement que les milieux extrêmes du pro-coloniaux à fond la caisse, hein, et le Parti communiste. Donc finalement, on est sur cette configuration-là. Et on est aussi, c'est une autre spécificité dont je n'ai pas parlé, on est sur une entreprise économique. Le Deferim, c'est une entreprise économique. Il monte plusieurs sociétés coopératives, dont une est centrale, ça s'appelle la société coopérative d'accolage. C'est des gens qui travaillent sur la mobilisation des marchandises sur le port, hein, sur le port industriel, et qui constitue une affaire énorme, puisque cette société coopérative, avec l'appui de l'État, et pour casser évidemment le monopole de la CGT sur le port auprès des dockers, mais aussi pour les affaires de mouvement de marchandises, quoi, sur le port, est très fortement légitimée par l'État, qui lui donne une place, hein, et qui lui donne la possibilité de faire des affaires. Hein. Et dans cette société coopérative est fondée par Gaston Defferre avec ses principaux adjoints qui seront avec lui du début de la prise de la municipalité de 1953, même avant, jusqu'à la fin. Jusqu'à l'époque où il veut s'en débarrasser parce qu'il va aller au ministère de l'Intérieur. On y reviendra plus tard, c'est la fin des années 70 quand le vent change. Hein. Donc vous voyez qu'ils ont des parts, Gaston Defferre est propriétaire de certaines parts de cette SOCOMA, Société Coopérative d'Accolage, avec Charles-Émile Lelot qui est un de ses adjoints principaux, avec Antoine Andrieux, le père de Sylvie Andrieux dont on parlait tout à l'heure, avec la famille Masse, qui ont été vraiment les piliers du Defferrisme. Et ils ont aussi d'autres petites sociétés coopératives autour, et la société coopérative qui gère le Provençal. 1500 salariés entre employés de journalistes, imprimerie, publicité de presse, etc. Hein? Donc, ce qui me fait dire d'ailleurs que Defferre est à la fois un professionnel politique et un notable. Hein? Il n'y a vraiment pas d'opposition, il est les deux à la fois. Hein? Parce que c'est un notable patron de l'entreprise. Hein? Et il gère à peu près de la même manière les choses. Donc ça c'est vraiment fondamental. Et alors, oui, Defferre, en plus, et ça c'est aussi une partie, j'ai écrit une partie petite, mais il y avait beaucoup plus de choses. Defferre, il est présent quand même dans l'appareil d'État et dans l'appareil de la SFIO nationale. Parce qu'il se fait nommer tout de suite ministre, hein, au sortir de la guerre, ministre de la Marine marchande, je crois en 47-48, dans ces années-là. Il est dans les commissions qui s'occupent autour des questions d'information, donc il défend les intérêts des journaux expropriés aux collabos, hein, comme le sien, comme le Provençal. Hein. Il fait donc des lois en sa faveur, et des lois en faveur de Marseille, concernant aussi les mouvements de marchandises et tout ce qui est l'économie portuaire autour. Donc c'est un acteur multipositionné. Il est à Marseille, il est dans le corps de l'État et dans un parti qui est au sein du gouvernement dans les années 40-50. Donc c'est quand même quelque chose absolument fondamental. Donc oui, la violence, effectivement, oui, donc l'utilisation sur le port de méthodes musclées contre les communistes. Comme il a pris les armes à la main, pas lui-même, c'est un avocat, il ne peut pas prendre les pistolets, donc qu'est-ce qu'il fait en 1945 ? Eh bien, il va chercher qui, à votre avis ? Il va chercher des gens du milieu, des gens qui peuvent, avec d'autres, prendre armes à la main aux collaborations. Et il était connu pour les duels aussi, voilà. Pour les duels. Bien sûr, voilà. En plus, il y a vraiment une culture de la violence politique, de la violence, quoi, tout court, hein, à cette époque. Donc, dans ces campagnes électorales, il s'accompagne, celui qui prend armes à la main le Petit Provençal, c'est un certain Dominique Venturi. Dominique Venturi, c'est un contrebandier, hein, suspecté par la CIA, on n'a jamais su véritablement d'avoir été par la suite 50-60 dans la French Connection et donc dans le trafic de drogue avec les États-Unis. Hein. Mais ce Dominique Venturi, vite,
très vite, il va se notabiliser. Hein, et il fonde lui aussi une société coopérative de travaux de bâtiments, de ravalement de façades, d'entretien des bâtiments publics, pour lesquels il obtient évidemment tout de suite, en 1953, dès que Gaston Defferre arrive, pas mal de marchés de travaux dans les bâtiments communaux, et il travaille tranquillement pendant 30 ans, jusqu'à ce que, à la fin des années 70, Gaston Defferre voit dans le programme Commande à la gauche que c'est lui qui va aller au ministère de l'Intérieur. On parle de 77, 78, et le vent tourne. Et Gaston Defferre, il rompt avec tous ces gens. Il rompt avec Dominique Venturi, il rompt avec ses adjoints, et ils ne sont plus sous les listes en 83 avec lui, au municipal. Parce qu'en 81, il va aller au ministère de l'Intérieur. Donc là, vous avez un changement fort. Il s'est fait là-dessus. En fait, Gaston Defferre lui-même, il y a plusieurs Gaston Defferre. Le Gaston Defferre de la fin, c'est un Gaston Defferre gestionnaire. Hein. Il avait déjà été en partie au début de son mandat, en 1953. C'est un Gaston Defferre gestionnaire qui veut changer, qui remet en question un certain nombre de fonctionnements. Il commence plutôt par les questions de mauvaise gestion au sein de la mairie, et après ça se prolonge chez Vigouroux, qui prendra le pouvoir en 86 à sa mort, dans une remise en question très forte aussi des pratiques clientélaires. Donc ça, pour aller un peu sur les questions de transformation sur lesquelles on pourra y revenir. Est-ce que je m'arrête là pour l'instant? Il y a juste pour le fait que les entreprises politiques peu assises sur le territoire parviennent à engranger des succès dans les années 80. Ah oui. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Aucun terrain politique est condamné ad aeternam au même fonctionnement. Donc même Marseille, malgré cette continuité que je vous ai dessinée avec un pouvoir de faire rien sur la longue durée, a des périodes d'exception et des périodes de forte remise en question. Tapi, ça dure tellement peu de temps finalement. Ça fait tellement de bruit médiatique, quand on va regarder, c'est 5 ans. Une période tellement courte que finalement, on n'a pas d'installation d'une véritable machine politique sur place, etc. Vigouroux, c'est quelqu'un qui vient du système lui-même, mais qui fait une grosse rupture en 89. Il se présente contre le Parti Socialiste avec des listes personnelles, et il gagne dans tous les secteurs de la ville. Il gagne haut la main. Et il gagne avec un discours de rupture avec les partis politiques traditionnels, avec le clientélisme, avec les pratiques marseillaises traditionnelles, dans un contexte par contre national à l'époque, où Mitterrand aussi a un discours très fortement antipartisan. Où il y a des similitudes avec Macron, à mon sens, aujourd'hui. Et c'est l'ouverture. Il y a aussi, c'est l'ouverture à la droite, etc. Donc il y a vraiment des va-et-vient avec Macron aujourd'hui intéressants. Et il y a aussi l'éclatement des scandales judiciaires. L'affaire Urbain, c'est 88-89. Hein, donc remise en question très forte de la classe politique. Vigouroux, il arrive là, il casse le système. Dans les archives, je ne trouve plus rien d'intéressant. Donc ça se confirme. Vraiment, il arrête de répondre à ces lettres de sollicitation, tout ça. Je trouve quasiment rien d'intéressant. C'est des archives. 86-89, tout est pareil, mais 89, 92, 13, après il n'y avait plus d'archives après. 92-93, je trouve plus rien d'intéressant. Il arrête vraiment le système. Et dans des entretiens, j'ai des trucs magnifiques où on dit, bon, nous, on arrête tout le pouvoir est autour de la technostructure du maire et du cabinet du maire, les élus locaux, ils ne comptent plus rien. Les adjoints, ils ne comptent plus rien. On diminue toutes les délégations aux adjoints. Plus aucun adjoint a un vrai pouvoir, tout le pouvoir est au cabinet du maire. Donc on n'a plus des comptes à rendre à personne. Donc, mais, comme par hasard, ça ne tient pas. Il fait ça, il casse tout le système, il arrive en 95, il veut se représenter, il fait Vigouroux, il fait un sondage, il ne peut pas se présenter. Il est à 9%, il est battu, dans tous les cas de figure. Donc vous voyez que, et après avec Godin, le système reprend.
C'est pas un hasard, quoi. Donc, le fait que ces exceptions, elles existent, mais elles aient échoué, pour moi, ça me confirme dans la continuité d'un système. Pour l'instant, hein, après, Macron, il y a des députés macronistes, quand même, qui ont gagné, à Marseille. Hein, il y en a 3 qui ont gagné. Donc, le système est remis en question. Mais pour l'instant, il est encore. Merci, je ne sais pas s'il y avait. On va prendre quelques questions dans la salle. S'il y en a. Mathilde, je ne sais pas si. Mais bon, allez-y. Hein, Robert, aussi, moi aussi j'en ai une. Vous faites. Merci. Vous ne faites pas intimider par les titulaires. Alors, si tu es d'accord, donc tu prends un petit peu les différentes questions, puis tu y réponds dans tes souhaits aussi. Martine. C'était une question en plus par rapport à la méthode et donc aux situations d'observation que tu as pu, même si tu dis que tu n'as pas pu les exploiter autant que tu aurais voulu, parce qu'Hervé disait qu'il était étonné que tu aies accès aux archives, mais moi j'étais étonné que tu aies accès au terrain et en même temps je connais d'autres travaux, je sais pas si tu connais les travaux que fait Antonio Vesco sur Catania, ou aussi. Bien sûr, je connais son jury de thèse. Il décrit des choses, tu dis, mais quand c'est possible que les gens lui disent, et même presque qu'il retourne le stigmate presque en revendiquant une espèce de culture politique locale, voilà. Donc, bon, alors peut-être que dans ces années-là, la question était moins criminalisée et moins sous le feu de la critique journalistique qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais aujourd'hui, je trouve ça, par exemple, incroyable qu'il ait accès aux scènes d'observation, donc il ait accès à Catane, et que même puisse avoir comme ça une réflexion des gens sur oui, alors moi je suis dans ce type d'entretien de ces relations-là, mais lui il est meilleur dans ça, parce que tu comprends. Enfin, il y a toute une espèce de réflexivité sur comment il faut faire quel bon clientélisme. Le clientélisme bien, le clientélisme mal, comme si ça se situait en dehors de la sphère sociale plus globale qui, quand même, porte un regard extrêmement négatif sur ce type de pratique. Donc, je me demandais comment. C'est une très bonne question. C'est très. Ouais, on entend. Alors, si je résume un peu la thèse, donc c'est vraiment de. Enfin, tu as essayé de montrer que le clientélisme, il ne servait pas aux couches populaires, mais plus largement aux couches moyennes. Pas principalement. Et que ce clientélisme, du coup, il a créé une forme de bloc hégémonique qui perdure dans le temps. Mais si on continue à raisonner en termes de groupes sociaux ou de classes, quels sont les groupes qui n'ont pas profité de ce clientélisme, hormis une partie des couches populaires, mais qui pourraient potentiellement justement le contester, et pourquoi elles le contesteraient. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est lié à certains secteurs économiques de la ville, ou est-ce que ces groupes ils existent, et quelles sont leurs caractéristiques? Oui. Moi j'ai une provocation. Mais c'est aussi par rapport un petit peu à cette demande sociale donc, qui émane, une demande sociale que paraît de biens et des services, mais qui profiterait donc en large partie, il a dit, tu le mentionnes aussi dans le livre, à des classes moyennes en ascension sociale, et ça irait au détriment des classes populaires. Moi j'ai une question très banale, mais par rapport aux sources que tu as pu consulter aussi aux entretiens, quelle est la justification? Est-ce qu'il y a les acteurs politiques justifient le fait de privilégier tel groupe social au détriment d'autres? Est-ce que tu peux, est-ce qu'il y a des moyens pour l'expliquer, et comment ces classes populaires, parce que j'imagine que ces demandes sociales continuent à émaner aussi de ces classes populaires, mais comment ils réitèrent donc, ces demandes, et s'il y a un moyen de mesurer aussi leur action? Est-ce
Et ils font partie de ces acteurs qui remettent en cause ce forme de clientélisme, de par le fait que finalement, ça leur profite pas énormément. Donc, on peut dire comme ça, est-ce que tu as, Oui. pu... est-ce que tu as des éléments de réponse? Enfin, c'est une question aussi assez banale. J'ai quelques pistes. Non, c'est pas mal. Ouais. Une autre? Moi j'ai deux questions, la première question de provocation. Alors, la première, c'est justement, il y a des gens qui dénoncent le clientélisme, et très souvent, c'est aussi des acteurs impliqués dans la compétition politique, mais alors, est-ce que vous avez un peu essayé de les identifier, les positionner? Parce que moi, quand j'avais travaillé sur le contexte des pratiques politiques au Val d'Aoste, après, il y avait toujours des personnes, des acteurs, qui disaient non, mais parce que vous savez, toujours les adversaires ils font du clientélisme, etc., etc. Après, je me suis rendu compte, après que j'ai terminé le terrain, que c'était des acteurs qui étaient en train de préparer une scission. Donc, ils étaient en train d'essayer de se profiler de manière différente des acteurs qui avaient l'hégémonie. Donc, c'était une stratégie pour essayer de dénoncer, mais au final, après, c'est seulement une stratégie discursive. Après, eux aussi, dans les pratiques, ils faisaient exactement la même chose. Et après, deuxième chose, parce que justement, vous parlez d'un système durable, et vous avez bien démontré le côté vertical de la relation entre les patrons et les clients. Mais est-ce que, pour rendre ce système durable, on a aussi besoin d'une certaine coordination entre les différents patrons et patronies? Parce que vous avez dit qu'il y avait une espèce de hiérarchie, si j'ai bien compris, il y avait le maire, après il y avait les adjoints, donc la machine. Mais est-ce qu'après, il s'agit d'une machine vraiment unitaire ou c'est plutôt une espèce de configuration d'une machine politique? Et si oui, de quelle manière ils doivent se coordonner? Et dans ce cas, est-ce que les partis politiques ont un rôle de facilitateur pour essayer de mieux coordonner ces différents acteurs ou pas? Et après, pour terminer, parce que c'est pas la première fois que j'assiste à des conférences, des débats sur le clientélisme, et chaque fois, il y a toujours cette note critique sur le conseil. Ce conseil, désormais, il y a tout le côté moral. Donc, mais alors, est-ce qu'on doit encore l'utiliser ou ce serait mieux d'essayer d'inventer un autre type de conseil, je sais pas, pour analyser, expliquer ce type de phénomène? Oui. Moi, je réponds parce qu'il y a de la matière. Le schéma que j'ai fait avec ces 4 points, dans lesquels j'essaie de... C'est ça? Ouais. C'était une tentative de sortir d'un terme très vague. Et qui, effectivement, comme tu le dis, il est utilisé toujours et très souvent en termes de dénonciation, quoi. On dénonce les pratiques politiques des autres, des adversaires politiques, mais aussi des camarades du même parti. Hein. Donc c'est des luttes intrapartisanes, mais aussi infrapartisanes. Hein. Et donc, l'idée pour moi, c'est de casser cette grosse machinerie du clientélisme et de dire, bon, finalement, renvoyant à des choses plus restreintes, de dire, bon, il y a des relations de clientèle, mais encore une fois, autant les regarder et les documenter sérieusement. Oui, un peu, sauf si on fait de l'ethnographie, comme Martine nous enseigne, de façon approfondie. Et sinon, à chaque fois, dans ces 3 autres catégories, oui, il peut y avoir de la clientélisation, des relations clientélaires, mais ça va au-delà, quoi. Hein? Quand je suis quelqu'un qui va demander un service, bon, pourquoi je serais clientéliste? Pourquoi je le serais? Je vais voir mon élu pour avoir un emploi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on stigmatise l'électeur qui va demander? Je suis contre. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut casser tout ça et s'interroger un peu de manière plus spécifique sur des catégories nouvelles, tout en gardant la question des relations clientélaires comme un phénomène. Mais ce n'est pas un phénomène immense non plus. Voilà. Et ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est
Bon, sur les relations patron-client et les hiérarchies qu'il peut y avoir dans la... Alors, ce que tu dis sur la formation, donc le maire, les adjoints, etc., ça c'est vraiment plutôt le fonctionnement de la mairie. Donc quand je parle de machine politico-électorale, je me réfère aux organisations autour d'élus. Certains élus qui sont sur des territoires, qui sont là, élus par exemple dans les mêmes cantons, dans les mêmes circonscriptions municipales depuis fort longtemps, et qui ont des structures. Charles Emilot, par exemple, il avait une section qui faisait dans les années 60 1500 adhérents quand même, section du Parti Socialiste. Hein. Bon, aujourd'hui évidemment ça a diminué, mais moi quand je suis allé voir Sylvie Andrieux, député depuis une quinzaine d'années dans les quartiers nord, dans les 13e et 14e arrondissements, ben, je rentre dans sa permanence, il y avait beaucoup de monde. Et quand elle me dit tous les collaborateurs qu'elle a, ben, on est autour de la quinzaine de gens qui travaillent quasiment à temps plein pour elle toute la semaine, hein, pour répondre à ces demandes-là. Donc, on est sur des machines organisées autour des partis, au sein des partis politiques, avec des structures très personnalisées, quand même. À un moment donné, je dis dans le bouquin qu'on est dans des... le Parti socialiste, c'est encore plus la droite, ce sont des fédérations de chefs de clientèle. Hein. C'est des gens qui se font... se cultivent leur territoire, hein, et après ils se fédèrent dans un parti qui n'est qu'une étiquette. Ça, je ne vais pas très loin de ce que dit Michel Offerlé, hein, quand il parle des partis politiques. Mais moi, là, je le vois concrètement fonctionner. Hein. Et voilà, le phénomène macroniste, un jour, ça pourrait être ça, hein, je ne sais rien, parce que du coup, c'est pas des vrais partis, quoi, qui se réunissent systématiquement, etc. Donc voilà, concernant ces deux premiers points. Après, les acteurs, notamment les acteurs de la dénonciation, en particulier les élus qui dénoncent les autres élus ou les gens de leur propre parti comme étant des clientélaires, et ben, ce qui revient tout le temps dans mes analyses, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas de ressources à redistribuer. Comme par hasard. Donc la position, le rôle institutionnel, la position politique en ce moment-là, explique très largement pourquoi on dénonce ou on ne dénonce pas. Par exemple, celui qui a été le candidat au dernier municipal de 2014, c'est qui a gagné les primaires, Patrick Menucci, il était avec Jean-Noël Guérini en 2008, après il se fâche, et il y a l'affaire judiciaire au milieu, et Patrick Menucci se met systématiquement à devenir un acteur de la dénonciation du clientélisme. Hein? Mais Menucci, quand on regarde sa carrière, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de grosses responsabilités, qui n'a jamais été président d'un organisme HLM, ou alors il n'a pas eu une grosse délégation à la région pour distribuer les subventions aux associations sportives, par exemple. Et du coup, comme par hasard, on retrouve ces gens-là dans des endroits de dénonciation du clientélisme. Alors, et le débat de la première municipale de 2014 est magnifique pour ça, parce que c'est vraiment partagé comme ça. Vous avez deux candidats qui sont dans la dénonciation du clientélisme, et on en parle beaucoup pendant ce débat, et deux autres candidats qui disposent de ressources et qui, évidemment, ne sont pas dans la dénonciation. C'est pratique, ou alors ils nuancent beaucoup, ils dévient le discours sur autre chose. Hein. Ils assument le stigmate quand même. Ils assument beaucoup. Là, dans le débat, par exemple, c'était Christophe Mass et Samia Ghali. Non, il dévie. Hein, il dit, bon, Samia Ghali dit à un moment donné, non, le clientélisme, par exemple, dans les logements sociaux, quand on construira suffisamment d'HLM, alors qu'il y en a moins de ce qu'il faut, ça sera fini. Sans compter sur le fait que c'est pas vrai, hein, parce que dans les HLM, il y a des HLM de très bonne qualité, HLM de qualité, HLM moyen et des HLM où personne ne veut aller. Donc, de toute façon, la demande qui s'adresse à des biens rares et coûteux, entre guillemets, elle sera toujours quand même filtrée, quoi. Elle ne sera jamais entièrement satisfaite. Hein. Ça c'est une évidence.
Donc, pour remonter, oui, non, qui sont les groupes qui n'ont pas profité du système? C'est intéressant. Bah, il y a un chapitre où je dis clairement, c'est les nouvelles immigrations. Hein? Parce que d'une part, oui, elles ont aussi eu quelques parcours de cooptation au sein des listes politiques, mais c'est pas grand-chose par rapport aux faits systématiques qui existent déjà depuis les années 60-70, avec des Arméniens, des Juifs, qui sont dans les listes, lesquels, bon, rhétorique républicaine oblige, on ne dit pas trop, mais en gros, oui, on considère que ce sont les porte-paroles du Parti socialiste auprès de la communauté juive, auprès de la communauté arménienne, etc. Qui sont les exclus aussi, mais ils n'ont pas la force nécessaire. Ça, là, on est pour moi dans un champ de bataille. Ce sont des associations, loi 1901, et il y en a beaucoup, pas forcément embrigadées dans le système municipal comme les comités d'intérêt de quartier, hein, qui sont des associations différentes, hein, qui n'ont pas forcément droit au chapitre, quand il s'agit de parler d'un territoire, d'un quartier, de l'aménagement d'une place, etc. Et donc, ils sont systématiquement ignorés par la mairie, ils ne participent pas aux réunions, vous voyez, ou alors on leur coupe les subventions, donc, ça se joue là-dessus. Et je dirais quand même des nouvelles intellectualités, des enseignants, des gens de classe moyenne sup qui arrivent à Marseille dans les quartiers du centre-ville, qui sont arrivés avec des petits processus de gentrification, parce qu'il n'y a pas un vrai processus de gentrification à Marseille, mais il y a quelques endroits où il y en a qui, eux, ils sont exclus, complètement exclus, aussi, qui ne sont pas dans le système municipal du tout. C'est les gens de gauche déjà à la base, majoritairement. Hein. Et que, bon, sur les relations éventuellement clientélales, j'en sais rien, mais je constate que l'état des écoles marseillaises, hein, c'est quand même l'état pitoyable des écoles publiques marseillaises, est quand même un choix politique très fort. Gaudin vient de l'enseignement catholique, il fait, au début de l'année, il va inaugurer l'année scolaire, et il va visiter les écoles catholiques et les écoles publiques. C'est quand même un truc hallucinant en France. Je ne sais pas où on fait ça, hein, dans quelle municipalité. Bon. Donc, voilà, les groupes. Cela dit, il faudrait aller plus loin et regarder plus de près, à la fois des groupes socio-professionnels inclus dans le système favorisé et d'autres qui en sont exclus. Hein. Moi, je pense que c'est un vrai chantier. Moi, j'aimerais bien travailler avec d'autres gens sur vraiment une approche gramscienne au sein des villes pour regarder qui sont les groupes sociaux et socio-professionnels qui ont des avantages, qui sont exclus, qui sont inclus, qui sont liés à des élites municipales, etc. En France, il y a un peu une pudeur pour l'instant à aller sur ce genre de choses-là. Alors qu'on pourrait s'interroger, pourquoi pas, hein, sur l'ordre des avocats au sein d'une ville, il a un pouvoir ou pas. Il commence à y avoir les travaux de Stéphane Cadieux, par exemple, sur les commerçants à Nice. Stéphane Cadieux a bossé sur les commerçants à Nice, un peu dans une perspective comme ça, avec une entrée un peu groupe d'intérêt, on va dire. Et très intéressant de voir quelles sont les relations finalement, et les commerçants constitués, hein, comme groupe social et socio-professionnel au sein d'une ville, et une élite politique qui gouverne. Ça, pour moi, c'est des pistes de recherche super, mais sur lesquelles, comme maintenant je suis sur les industries à risque, bon, tout seul, je n'irai pas. Hein. Mais pourquoi pas, avec des collègues, ça serait pas mal. Il manque Andrea, est-ce que tu peux me rappeler parce que... Sur la question ces classes populaires qui est un petit peu, on va dire, qui étaient les perdants, parce que c'est ce clientélisme qui profitait plutôt, tu avais dit, à ces classes moyennes de l'ascension sociale. Ouais. Alors, comment ces classes populaires, parce que tu as eu des traces, premièrement, est-ce que tu as eu des retours de la part de ces élus? Est-ce qu'il y a une stratégie délibérée? Non. Tu vois, ils revendiquent que ces politiques, c'est vraiment pour les plus démunis. Et cette revendication est un rideau pour ne pas voir ce qu'il y a derrière. C'est clair et net.
De la même manière, dans le chapitre sur les communautés, parler systématiquement du Marseille, de la paix intercommunautaire, de l'harmonie entre les différentes communautés, du cosmopolitisme, c'est le rideau, le voile, hein, pour ne pas montrer qu'il y a systématiquement des traitements différentiels entre différents groupes. Voilà. T'as pas réussi à trouver des. Enfin, Contraire. C'est une question de curiosité. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelques élus qui s'est trahi dans des entretiens ou. Enfin, qui a assez. Et ça, c'est quand même assez tabou, hein, parce que bon, l'élu, il est censé représenter tout le monde. Mais après, c'est là moi je pense que les élus, ils ont une vision très fortement gramscienne de la ville, des villes. Ils savent très bien qui sont les groupes sociaux, les familles, à qui il faut rendre un service à tel moment, etc., qu'il faut faire entrer dans la municipalité. Et qui vote plus et moins. Les directeurs de cabinet de maire, comme il y en a partout, c'est eux qui font la vraie politique à ce niveau-là. Ils disent, bon, un tel, il faut qu'il ait une promotion, parce qu'il a bien fait la campagne électorale, il a bossé pour vous, il a une famille méritoire qui vote systématiquement pour nous. Il y a la cuisine comme ça interne sur la répartition des ressources, sur laquelle on n'accédera jamais évidemment, mais qui est là. Hein. Et moi je l'ai un peu vu par les archives, entre ces échanges effectivement entre le maire, le secrétariat particulier, c'est un truc, c'est incroyable. Vous voyez ce que c'est, le secrétariat particulier du maire? Ça n'existe plus aujourd'hui. Le maire, le cabinet et le secrétariat particulier à l'époque de fer. C'est vraiment un truc qui sert, c'est un secrétaire particulier qui s'occupe des demandes privées personnelles adressées au maire directement. Et c'est vraiment... il y a une fonction politique et sociale très forte qui est jouée là-dedans. Hein. Et alors, Martine a parlé de cette réflexivité, c'est marrant. Hein. D'une part, moi je pense que ces acteurs, est-ce qu'ils se sont stigmatisés? Oui, je pense que oui, mais comme Guérini, sous le feu notamment de l'enquête judiciaire et des médias, ils se sont forts d'un système social qui fonctionne de cette manière-là depuis longtemps et ils revendiquent. Il est là vraiment, je pense, dans une revendication forte qui peut-être dans notre contexte, c'est ça la différence avec entre Marseille et une ville suisse, Besançon ou je ne sais pas quoi, c'est que par ailleurs on aurait honte. On ne dirait pas les choses de cette façon-là. Je pense que le processus, voilà une spécificité marseillaise du coup, ce processus constant de stigmatisation, de dénonciation de la ville qui vient des élites aussi parisiennes, hein, fortement, et qui dans les dernières années vient de la magistrature, de la presse, des élus, etc., peut créer des effets de repli et de défense, même du système. Le sicilianisme. Pour contrer Peut-être. l'inflation de mafia, Peut-être. le sicilianisme. Guérini ne le revendique pas comme étant le clientélisme marseillais, mais en tout cas, dit bon, on fait du bien. Et la même raison pour laquelle ils n'ont pas jeté toutes ces archives à la poubelle, c'est ça, c'est que, voilà, c'est que toutes ces courriers d'archives, bon, cela dit, il y en a partout en France, hein, ces courriers personnels. Il y en a partout en France, vous pouvez faire un boulot partout sur ça. Hein. Sous ces lettres de recommandation, tout ça. Mais ils l'ont fortement revendiqué, parce que sinon ils auraient jeté tout un certain nombre de choses. Moi j'ai même des choses un peu douteuses. Hein, où, oui, de temps en temps, je n'en ai pas beaucoup, mais où, voilà, on passe sur le fait que une candidate à un concours n'avait pas les points nécessaires, hein, on lui ajoute ses points de façon arbitraire, et on la fait passer. Hein, ou alors qu'on favorise le chauffeur du maire sur un truc, je me souviens plus ou quoi, etc. Donc c'est clair, sous le logement social, il y a des trucs assez hallucinants. Quoi. Donc oui, ils l'ont globalement assumé comme système, c'est pour ça qu'on retrouve vraiment des choses. Mais comme par hasard, le processus de dénonciation avançant, Gaudin, depuis 1995, n'a rien versé aux archives municipales. Moi, je suis allé faire une formation aux archives municipales en disant, attention, donc aux archivistes,
attention déjà au fait que, bon, du papier, il y en a de moins en moins, donc ça passe par des mails, par des trucs comme ça, donc essayez de récupérer si vous pouvez ça. Et donc, ils y réfléchissent. Il y en a des gens qui déjà réfléchissaient à ça en archives numériques. Mais pour l'instant, tout ce qu'il avait quand même en papier entre 1995 et 2001, déjà pour le premier mandat, il ne l'a pas versé. Donc il aurait pu le faire. Donc l'avenir de la recherche sur les lettres de recommandation et tout ça, bon, c'est quand même incertain. Parfait. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup à Gilles et à Hervé aussi. Merci à vous.